Depuis mai 2008, Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo, est détenu à La Haye pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. D'ici le 15 mars, la CPI prononcera le verdict. Jean-Pierre Bemba pourrait être acquitté ou condamné à une peine allant de 5 à 12 ans. Aimé Kilolo, bonjour. Depuis 6 ans, vous êtes le conseil principal de Jean-Pierre Bemba. Comment appréhende-t-il la fin de ce procès fleuve ? Oui, il est vrai que le sénateur Jean-Pierre Bemba a toujours attendu l'issue de ce procès avec beaucoup de sérénité, confiant bien entendu en la justice pénale internationale. Il faut reconnaître que toute la ligne de la défense durant environ 7 ans de procédure a toujours été de plaider l'innocence du sénateur Jean-Pierre Bemba. Plusieurs témoins ont défilé devant la barre. Il y a eu notamment un expert militaire agréé par la Cour pénale internationale, un général de brigade des forces armées françaises, le général Jacques Seyara, qui a produit un travail d'expertise pour démontrer devant la Cour qu'en aucune manière la responsabilité du sénateur Jean-Pierre Bemba ne pourrait être engagée au titre d'autorité hiérarchique militaire du contingent congolais du MLC qui s'est rendu en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Alors il faut rappeler que sur une plainte de la FIDH, Jean-Pierre Bemba avait été accusé avec l'ancien président de Centrafrique, Ange Félix Patassé, qui est le commanditaire d'ailleurs, puisque c'est lui qui a fait appel à Jean-Pierre Bemba, un commanditaire qui n'a jamais été entendu et qui ne risque plus de l'être puisqu'il n'est plus de ce monde. Tout à fait. Il faut reconnaître qu'au départ de ce procès, en 2008, le procureur allègue, sur la base du mot de responsabilité personnelle visé à l'article 25 du statut de Rome, que le sénateur Jean-Pierre Bemba aurait planifié la commission de crimes en Centrafrique contre la population civile de concert avec l'ancien président Ange Félix Patassé. Eh bien, cette version des faits du procureur n'a pas fait long feu. Il a fallu attendre environ 6 mois pour que le bureau du procureur soit désavoué dans ses allégations et que finalement ces allégations, avec les éléments des preuves qui étaient présentés par le bureau du procureur, soient battus en brèche. Il est vrai qu'à ce moment-là, le sénateur Jean-Pierre Bemba aurait pu tout simplement être mis hors de cause et l'affaire s'est réarrêtée à ce niveau-là. Mais c'est qu'on le juge aussi responsable aujourd'hui en tant que chef militaire. C'est pour ça qu'on a parlé de requalification dans ce procès. Tout à fait. C'est-à-dire que le procureur, je dirais presque dans une espèce d'errement judiciaire, va changer la version des faits. Jean-Pierre Bemba n'est plus celui qui était présenté comme le commanditaire des crimes en Centrafrique, mais on dit qu'il aurait été le chef militaire du contingent en Centrafrique. Mais là, le problème, c'est que on a eu un expert militaire qui est passé, je l'ai dit tout à l'heure, le général Jacques Seyara, qui a démontré que les 3 conditions indispensables pour engager la responsabilité d'une personne en cette qualité n'étaient pas réunies dans le chef du sénateur Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire, le renseignement militaire était géré à l'époque des opérations en Centrafrique par la hiérarchie militaire centrafricaine elle-même. Jean-Pierre Bemba, d'après les analyses qui ont été faites par cet expert militaire, n'avait pas d'informations sur la configuration du théâtre des opérations, ni sur l'effectif des troupes ennemies. Il était donc impossible de pouvoir militairement gérer les opérations. Le deuxième élément qui a été évoqué, c'était de dire que toute la logistique, les armes, les munitions, les uniformes, les véhicules militaires, le carburant qui était utilisé dans le cadre des opérations par les troupes MLC en Centrafrique était fourni par la Centrafrique elle-même. Par la Centrafrique elle-même. Notamment par le président Ange Félix Patassé. Tout à fait. Donc, ce qui faisait évidemment que M. Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas contrôler les opérations sur le terrain. Alors, le dernier point qui a été évoqué, c'était de dire que sur place à Bangui, il y avait à l'époque un centre de commandement des opérations militaires qui était établi dans le camp Béal et géré par le chef d'état-major de la force terrestre centrafricaine, qui gérait d'ailleurs dans le cadre de cette coordination plusieurs forces militaires amies. Il n'y avait pas que le MLC sur le terrain, il y avait notamment les forces armées centrafricaines elles-mêmes
il y avait l'unité de sécurité présidentielle, il y avait aussi plusieurs milices privées pro-Patassé sur le terrain. Et notamment des forces tchadiennes qui luttaient aux côtés du président Bozizé. De l'autre côté, effectivement, du côté du président Bozizé, donc il y avait toutes ces troupes qui étaient sur le terrain. Ça demandait une coordination qui ne pouvait pas être techniquement gérée par l'état-major du MLC à partir du territoire congolais. Cela a été démontré et aujourd'hui, plusieurs experts avec qui nous avons échangé nous disent qu'ils ne voient pas de quelle manière la responsabilité peut être imputée à Jean-Pierre Bemba. Pourrait être imputée. Alors, vous venez de le démontrer, ce procès a connu plusieurs rebondissements depuis 2008. Des témoins, et pas n'importe lesquels, des proches de Jean-Pierre Bemba, je pense notamment à son ancien numéro 2, l'ancien numéro 2 du MLC, Olivier Kamitatou, se sont rétractés, mais il y a également José Ndundu. Et puis, il y a un proche d'Ange Félix Patassé, Prosper Ndomba, qui, dans un livre, disculpe Jean-Pierre Bemba. Alors, la défense peut-elle espérer qu'il y ait un revirement et un acquittement pur et simple de son client? Eh bien, je voudrais d'abord préciser que le procès étant encore en cours, nous attendons le verdict, je ne pourrai donc pas verser dans des considérations liées à qui a pu être témoin ou pas dans le cadre de cette affaire. Mais puisque vous parlez d'un livre qui est un document public, il est vrai qu'effectivement, au niveau de la défense, nous avons utilisé cet ouvrage qui démontre que les exactions qui étaient commises à Bangui durant toute la période qui est évoquée par le bureau du procureur et imputée à tort aux soldats du MLC, entre le 25 octobre et le 30 octobre 2002, étaient essentiellement perpétrées par les troupes qui accompagnait le général Bozizé dans sa conquête en vue de prendre le pouvoir à Bangui. Et d'ailleurs, tous les quartiers nord de Bangui étaient effectivement, durant cette époque, sous le contrôle des forces rebelles pro-Bozizé. Et donc aujourd'hui, imputer la commission de tous ces crimes aux soldats congolais du MLC est un non-sens. Cela a été démontré par plusieurs témoins qui se sont présentés à la barre et je ne pourrais malheureusement pas en dire davantage, étant évidemment lié par le secret professionnel, notamment par rapport à la nécessité de protéger l'identité des témoins. Alors 7 ans après son arrestation, l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, ses amis qui sont réunis au sein d'une association trouvent que ce procès est d'abord avant tout un procès politique. Est-ce que c'est l'analyse que vous en faites? Eh bien, plusieurs analystes, notamment des politologues, nous rejoignent évidemment dans ce point de vue. Il faut reconnaître qu'au départ, lorsque le dossier quitte le gouvernement centrafricain pour être transféré à la Cour pénale internationale, il y a eu un rapport de Human Rights Watch qui a bien précisé que l'objectif du gouvernement Bozizé qui avait transféré le dossier à la Cour pénale internationale était simplement d'écarter de la scène politique ses adversaires politiques, en l'occurrence l'ancien président Ange Félix Patassé, mais en même temps c'était une occasion pour le président Kabila d'écarter bien entendu son adversaire qui était le sénateur Jean-Pierre Bemba. Il faut d'ailleurs reconnaître que lorsqu'une personne est déférée devant une juridiction pénale, la première préoccupation, c'est d'obtenir sa mise en liberté provisoire. Qui a été refusée. Eh bien, il faut se demander pourquoi. Et là, vous comprendrez tout de suite, d'après la jurisprudence, qu'avant d'être remis en liberté, le juge pose la question au suspect. Mais dans quel pays voulez-vous que je puisse vous remettre en liberté? Une fois le pays identifié, la question est posée au gouvernement de ce pays. Nous avons à l'époque saisi par plusieurs courriers le chef de l'État, le président Kabila au Congo, pour dire mais nous attendons de vous un courrier que vous coopériez avec la Cour pénale internationale pour confirmer que le sénateur Jean-Pierre Bemba peut rentrer en RDC, a le droit, a un droit subjectif en tant que citoyen congolais, mais aussi en tant qu'officiel. Il est sénateur encore en cours de législature, qu'il peut retourner dans son pays et que vous allez coopérer à la mise en œuvre de toutes les conditions qui pourraient être mises en place
par la Cour pénale internationale. Eh bien, nous avons été évidemment butés à une fin de non-recevoir qui finalement, pour des raisons politiques totalement étrangères au dossier pénal pour lequel le sénateur Jean-Pierre Bemba se trouve à la CPI, eh bien, le gouvernement congolais, de manière générale, a toujours refusé de coopérer avec la Cour pénale internationale en vue de la libération du sénateur Jean-Pierre Bemba, alors que dans la jurisprudence, on voit que dans tous les autres cas, je pense par exemple à l'ancien Premier ministre du Kosovo, Haradinaj, qui a aussi été accusé des crimes similaires à M. Jean-Pierre Bemba, qui a été remis en liberté parce que le gouvernement de son pays a tout de suite dit mais il est le bienvenu dans son pays. Nous l'accueillons, nous coopérons avec la Cour et il a été ainsi libéré. Donc il faut bien déplorer finalement cette instrumentalisation de la Cour pénale internationale pour des motifs politiques par certains gouvernements à ce jour à la CPI. Un mot pour finir, Maître Aimé Kilolo, comment se porte le MLC de Jean-Pierre Bemba sans lui aujourd'hui, parce qu'on se rend compte, ce qu'on constate aujourd'hui sur la scène politique congolaise, c'est que plusieurs de ses compagnons de la première heure ont rejoint la majorité présidentielle. Eh bien, il faut simplement noter que depuis sa privation de liberté jusqu'à ce jour, le sénateur Jean-Pierre Bemba est resté bien entendu le président national du MLC. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la politique congolaise veut qu'il y a parfois des débauchages politiques. Le plus important, c'est les dernières discussions que j'ai eues avec le sénateur Jean-Pierre Bemba qui m'a dit « Ma privation de liberté en soi n'est pas tellement un moment de privation. C'est un grand moment de retraite, de recueillement sur un grand projet que je suis en train de méditer depuis toutes ces années pour le prochain Congo, pour donner un Congo, un avenir meilleur aux Congolais. » Et il a surtout insisté sur la nécessité de la réconciliation nationale. Et c'est ce que j'ai retenu du sénateur Jean-Pierre Bemba. Et s'il était acquitté d'ici le mois de mars, sera-t-il candidat à l'élection de 2016 ? Je ne veux pas répondre, bien entendu, à sa place et à la place des autorités politiques du MLC. C'est sous-entendu ce que vous disiez à l'instant. Je voudrais simplement qui réfléchit au destin du Congo. Je voudrais simplement vous dire que le sénateur Jean-Pierre Bemba, bien entendu, n'est pas déchu de l'exercice de ses droits civiques et politiques. Et donc, à ce titre, bien entendu... Comme tous les citoyens congolais, il peut prétendre... Il peut prétendre à la magistrature suprême, sans doute comme d'autres. Mais le plus important, il a beaucoup insisté sur la nécessité d'un dialogue avec l'ensemble de la classe politique congolaise et surtout autour de la notion de réconciliation nationale. Aimé Kilolo, merci. C'est moi qui vous remercie.